C'est bon, on peut y aller? C'est parti. Allons-y. Écoutez, bonjour à tous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette table ronde autour du décret tertiaire, et plus particulièrement avec l'échéance du 30 septembre qui approche à grands pas. Donc merci d'être présents aujourd'hui en physique à l'hôtel Marignan et en visioconférence. On pense à ceux qui sont connectés online. Donc je me présente rapidement, je suis Geoffrey Mittelstadt, responsable du pôle tertiaire et industrie chez Enerlis, et j'aurai le plaisir d'animer la discussion aujourd'hui avec nos invités. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, Enerlis en quelques mots, on conçoit, on réalise et on finance des opérations de rénovation énergétique en s'engageant sur le résultat. Ça fait vraiment partie de notre ADN. Et on vise donc 4 grands objectifs. Le premier, baisser les consommations et les factures associées. Le deuxième, c'est décarboner les bâtiments de nos clients en développant les énergies renouvelables. Et bien sûr, on accompagne nos clients sur la mise en conformité du décret tertiaire. Et je vais laisser la parole à nos invités pour les présentations. Vincent, à toi l'honneur. Donc Vincent Duréau, chef de projet chez Nextstep. Nextstep est une marque du groupe Enerlis qui travaille sur le développement d'une plateforme de monitoring des énergies pour accompagner nos clients dans le suivi de leurs objectifs de réduction de consommation. Bonjour, Avi Elbaz, je suis directeur développement durable et innovation chez E7. E7, on est une boîte spécialisée dans le property management, un des principaux property managers en France. Et dans le cadre de nos missions, on accompagne notamment nos clients dans la mise en œuvre de leur démarche décret tertiaire. Marc Leroux, ministère de la Transition écologique, donc direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages. Donc je suis chef de projet maîtrise de l'énergie et règlement thermique dans les bâtiments existants. Et donc c'est moi qui me suis occupé du dispositif éco-énergie tertiaire, donc plus connu sous le nom décret tertiaire. Et merci à vous trois d'être présents avec nous aujourd'hui pour aborder ce sujet qui nous anime au quotidien. Rapidement, introduction, vous avez pu recevoir un sondage il y a quelques jours par mail, sondage qui permet de vous situer sur l'état d'avancement de ce décret tertiaire. Et petit à petit, tout au long des échanges, Arnaud va nous afficher ce sondage et nous le commenter. Et on commence avec la première question. Oui, vous avez reçu effectivement un petit email qui vous demandait, via un formulaire très simple, un certain nombre de questions. Donc la première question qui vous était posée, c'était comment vous situez-vous vis-à-vis du dispositif éco-énergie tertiaire. Donc là, quelques chiffres que vous pouvez avoir en tête. Donc une tendance qui apparaît. Aujourd'hui, quand même, 38, parmi notre petit échantillon, on a quand même presque 40% de personnes qui ont entendu parler, mais qui ne maîtrisent pas complètement le dispositif. 33% qui commencent à maîtriser, donc effectivement là ça commence à se diffuser, et par contre effectivement certains ont déjà utilisé la plateforme Opérate et ont saisi les données à hauteur de 22%. Voilà, donc et une petite minorité ignore toute cette réglementation, mais c'est effectivement très minoritaire. Voilà, une petite réaction de votre part peut-être. Mais pour débuter, le premier message qu'on souhaitait vous faire passer, c'est vraiment que ce décret tertiaire ne doit pas être perçu comme une énième contrainte qui pèse sur les organisations. Il vise réellement à accélérer la transition énergétique du secteur tertiaire. Dans tous les cas, les entreprises et les collectivités vont être confrontées à une double réalité. La première, c'est l'augmentation importante du coût de l'énergie, et la deuxième, c'est le défi climatique. Je pense que beaucoup d'entre vous ont pu consulter le dernier rapport du GIEC, qui est assez alarmiste sur notre capacité à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Donc c'est dans ce contexte qu'arrive le décret tertiaire. Et Marc, en introduction, je vais vous demander de nous décrire le dispositif dans ses grandes lignes et sa genèse. Alors, au niveau de sa genèse, ça remonte au Grenelle de l'environnement, mais ce n'était à l'époque que des intentions. C'était de la rénovation des bâtiments tertiaires, simplement. Il y avait ce qui était demandé, le texte de loi demandait à ce que les bâtiments existants fassent l'objet de travaux de rénovation. La loi de transition énergétique pour la croissance verte a juste ajouté un objectif de moins 60% à horizon 2050 par rapport à une consommation de référence de 2010. Et on a bien vu en 2020, qui était l'échéance normalement de ce texte de loi, que peu de choses avaient été faites pour ne pas dire rien du tout. Donc c'est posé la question effectivement suite à un décret qui avait été annulé, alors qu'à la limite il n'y en avait pas besoin, puisque les textes de loi n'imposaient pas qu'il y ait une définition des obligations via un décret. Et donc, on a revu complètement le dispositif en étant vraiment pragmatique. Donc, en demandant effectivement de s'appuyer sur l'ensemble des leviers d'action, parce qu'il n'y a pas que la rénovation des bâtiments. Si vous avez un bâtiment qui est performant, mais que vous l'exploitez mal, et vous aurez des consommations énergétiques qui vont exploser les plafonds. Et ce n'était pas l'objectif. Et donc, on a revu complètement, en s'appuyant sur tous les leviers d'action, que ce soit effectivement la rénovation énergétique, le renouvellement des équipements, la gestion active, et puis une bonne exploitation et un usage économe en énergie.
Donc ça, c'est la loi Elan qui l'a intégré. En juillet 2019, le décret est paru. Et puis, donc en 2020, et puis encore dernièrement, les arrêtés, enfin l'arrêté du 10 avril 2020 a précisé les choses en termes d'organisation, de méthodologie. Et puis, donc, il reste effectivement, il y a quelques valeurs absolues qui ont déjà été définies. Et il reste encore toutes les valeurs absolues de toutes les catégories d'activités qui sont nombreuses et variées dans le tertiaire à définir d'ici la fin de l'année. Voilà. On a tous une échéance en tête, c'est la date du 30 septembre 2022, date à laquelle les assujettis, donc qui sont soit des occupants de locaux, soit des propriétaires, vont devoir faire leur déclaration initiale sur la plateforme Opérate. Donc il y aura tout un tas de choses à rentrer sur cette plateforme, des données sur les bâtiments, sur les consommations, sur les assujettis, donc comme je vous le disais, locataires ou propriétaires. Avi, en tant que property manager, vous êtes au centre des discussions entre les propriétaires et les locataires. Expliquez-nous un peu comment ça se passe sur le terrain. Déjà, il faut rappeler que dans la mise en œuvre du décret tertiaire, il n'y a pas qu'une recette, il n'y a pas qu'une démarche qui peut nous mener à l'atteinte des objectifs et à plus court terme à la réalisation des déclarations opérates en septembre. Donc, en termes de discussion, aujourd'hui, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est vraiment un dialogue qui est engagé, dans le meilleur des cas, depuis plus d'1 an. Dans certains cas, c'est assez récent, mais bon, ça se rattrape. Et que les discussions qui ont lieu vont varier selon les typologies du bâtiment, les typologies d'occupation, la volonté des acteurs, ce que veut faire le propriétaire, ce que veulent faire les locataires. Donc, en termes de discussion, en termes d'échange, ce qui est important aujourd'hui, la première chose à faire, c'est de clarifier les rôles et responsabilités. L'échange, la discussion doit permettre de savoir qui fait quoi. Il n'y a pas qu'une façon de faire, et ce qu'il faut, c'est être au clair sur le qui fait quoi. Donc, de façon générale, on peut dire qu'on distingue 2 grandes approches aujourd'hui dans les discussions entre les propriétaires et leurs locataires. Une première approche, en fonction de laquelle les propriétaires tentent de tout porter. Les propriétaires se disent, pour mon bâtiment ou pour mon parc, je vais tenter de porter les déclarations opérates de mes locataires. Donc là, dans ce cas de figure-là, bien souvent, le propriétaire articule sa démarche avec le déploiement d'un outil de collecte des consommations énergétiques pour pouvoir avoir une vue exhaustive sur les consommations de son patrimoine, ce qui n'est pas une mince affaire. Il existe plusieurs outils sur le marché aujourd'hui, le vôtre, il y en a plusieurs autres. Dans ce cas de figure-là, donc, la discussion, c'est vraiment une discussion évidemment de sensibilisation des locataires. Les locataires doivent se sentir concernés, doivent comprendre qu'ils sont assujettis. C'est aussi une discussion, une communication pour la collecte des différents éléments. Et même si on souhaite déclarer pour le nom de nos locataires, ça ne veut pas dire que le locataire va souhaiter qu'on déclare pour lui. Donc il y a vraiment un vrai échange à avoir. Deuxième cas de figure, des propriétaires qui vont dire, bon, moi, je préfère laisser les locataires porter leurs responsabilités de déclaration opérate. Et dans ce cas de figure-là, la discussion prend une autre forme. Dans ce cas de figure-là, on a des propriétaires qui vont évidemment toujours, le point commun, sensibiliser leurs locataires sur le décret tertiaire, les obligations et en quoi ils sont assujettis. Mais à ce moment-là, la communication va aller vers l'information plutôt descendante. Voilà, je vous donne tous les éléments qu'il vous faut pour que vous puissiez faire les déclarations opérates. Mais le locataire ne peut pas faire une déclaration sans la contribution de son propriétaire. Donc, s'il y a une chose à retenir ici, c'est que vraiment, la communication est hyper importante, doit servir à clarifier les rôles et responsabilités. Dans certains cas de figure, on voit, et c'est une erreur selon moi, elle se limite à un courrier recommandé envoyé qui rappelle en quelques paragraphes ce qu'est le décret tertiaire et voilà vos obligations. Non, il faut vraiment un échange dans la durée parce que c'est un sujet qui est complexe. Et nous, en tant que PM, bien évidemment, comme nos confrères PM, on a un rôle plutôt central. Qu'on soit pilote ou qu'on soit contributeur à une démarche décret tertiaire, on est généralement l'interlocuteur privilégié des locataires. On connaît le bâtiment et également notre présence, on l'espère, s'inscrit dans la durée. Merci Avi. Donc, le premier constat, c'est que pour mener à bien ce décret tertiaire, ça repose réellement sur un consensus. C'est vraiment la pierre angulaire pour démarrer une démarche qui sera bien huilée et qui va fonctionner dans le temps. Marc, je me retourne vers vous. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire pour être conforme avec la déclaration opérate au 30 septembre ? Alors, comme on vient de le dire, effectivement, lorsqu'il y a une relation propriétaire-preneur à bail, il faut effectivement qu'il y ait ce dialogue qui soit engagé. Déjà pour avoir l'information, que le propriétaire donne l'information à ses locataires qu'ils sont assujettis, parce que c'est lui qui maîtrise les informations en termes de seuil,
donc le cumul de surface dans son bâtiment. La deuxième chose, c'est qu'ils fournissent les données en termes d'identifiant unique bâtimentaire, puisque c'est celui-ci qui va permettre d'agréger les résultats à l'échelle du bâtiment. Donc ça, c'est une chose importante pour les immobilières, pour valoriser leur immeuble. Et puis la troisième chose, c'est effectivement s'appuyer sur... Alors là, je vais donner un numéro d'article, de mémoire, c'est le R174-28 du Code de la construction et de l'habitation, qui précise que propriétaires et preneurs à bail se communiquent annuellement leur consommation énergétique dont ils ont respectivement la charge. Donc là, après, c'est un jeu de transparence. Donc effectivement, ça change aussi le mode de fonctionnement souvent dans les syndics de copropriété qui font souvent des appels de charge en euros, qui normalement doivent donner des justificatifs, mais c'est au-delà des factures et du montant en euros, il faudra qu'ils donnent des informations sur les consommations électriques. Donc notamment sur les consommations réparties, donc par exemple de chauffage ou de refroidissement, mais également les consommations des communs, pour que tout soit vraiment transparent. Voilà. Et donc, c'est effectivement un dialogue qui, jusqu'alors, n'avait lieu qu'entre propriétaires ou copropriétés, mais ça ne descendait pas jusqu'au locataire. Donc maintenant, c'est la transparence jusqu'au locataire. Et c'est vrai qu'on pourrait comprendre que dans les assemblées générales, que les locataires puissent aussi participer, au moins au début des débats, enfin des échanges, à l'information sur un récapitulatif justement des consommations et des facturations qui ont été faites à l'échelle de la copropriété. Donc ça, c'est effectivement un changement de paradigme, c'est de la transparence, c'est de la démocratie, quoi. Mais à l'échelle du bâtiment. Et puis, donc une fois que vous avez fait l'IUB, après, c'est effectivement c'est de définir qui fait quoi. Mais il faut vraiment que les deux acteurs, donc propriétaires, bailleurs d'un côté et preneurs à bail, se sentent tous responsables. Donc forcément, l'exploitant, donc l'occupant de l'entité fonctionnelle assujettie, doit se sentir, responsable de ce qu'il fait, parce que c'est lui qui exploite son local et les réductions de consommation d'énergie passent bien sûr par lui. Donc si effectivement il y a deux positionnements, comme l'a expliqué tout à l'heure monsieur, il faut quand même que l'exploitant se saisisse de ce sujet. Donc pour septembre, un consensus entre les propriétaires et les locataires. Chacun va devoir enseigner donc ces EFA, les entités fonctionnelles assujetties. Et le point commun entre ces deux EFA, c'est l'IUB, l'identification unique bâtimentaire, qui va permettre de faire le lien entre les deux entités concernées. Donc les données bâtimentaires vont devoir être enseignées, les données de consommation, le choix de l'année de référence, entre donc, 2010 et 2019. Et puis ensuite, un point important, ça va être la collecte des données de consommation. Et maintenant, Vincent, je me tourne vers toi. Concrètement, avec un outil d'automatisation de relevé des données, comment est-ce que ça fonctionne pour incrémenter les données dans Operate ? Oui, tout à fait. Alors, dans un premier temps, il faut peut-être rappeler un petit peu quelles sont les données qu'on va remonter au niveau énergétique. Ça a été plus ou moins évoqué, donc les données d'électricité, de gaz, mais le décret va bien plus loin. On a aussi du fuel, on peut avoir le gazole, il y a même la houille, ça fait rire beaucoup de gens. Mais voilà, il y a des possibilités pour remonter énormément de données énergétiques qui sont consommées sur vos bâtiments. Et donc avec ces différentes données à aller chercher, il peut y avoir aussi différentes sources. Ce qui va être le plus évident, qui vient la première fois en tête, c'est la facturation, effectivement, chez le fournisseur. C'est ce que tous les clients reçoivent mensuellement et qui précise bien les consommations, mais on est sur des consommations qui peuvent être parfois estimées, pas forcément tout à fait réelles ou ajustées. Et donc la deuxième source de données la plus fiable, ce sont les GRD, ce sont les gestionnaires de réseaux de distribution. On les connaît bien en ELEC, c'est Enedis, et en gaz, c'est GRDF. Mais après, on a aussi d'autres sources possibles de remontée de l'information, puisque vous avez des énergies qui ne sont pas en réseau. Et là, il faut aller toquer à la bonne porte pour avoir des informations plus fiables que celles sur les factures. Donc voilà les énergies, voilà les sources. On a vu la complexité de la relation propriétaire et occupant. Cette collecte des données d'énergie, elle est complètement dans cette problématique, puisque et le propriétaire et les occupants peuvent récupérer leur consommation d'énergie. Et c'est là où justement il y a une simplification qui peut avoir lieu, c'est à travers des outils de monitoring, de suivi des énergies qui vont permettre de consolider dans le temps vos données énergétiques, puisque là on parle de la première année de déclaration avec l'année de référence, effectivement l'historique de données à aller chercher entre 2010 et 2019,
mais pendant toute la durée du décret tertiaire, il faudra consolider des données, être capable de faire des déclarations chaque année. Donc c'est là l'intérêt de s'inscrire dans une démarche avec un outil qui va vous permettre de suivre ces consommations d'énergie sur toute la durée de ce décret tertiaire. Et donc c'est la vocation qu'on a aussi chez Nextstep et donc chez Enerlis, de mettre en place cet outil quand on accompagne nos clients dans la démarche du décret tertiaire pour consolider toutes ces informations de façon quasiment automatisée grâce aux gestionnaires de réseau. Et puis on précise qu'à partir de 2023, il y aura donc des automatismes qui permettront donc de connecter ces plateformes de collecte de la donnée pour pouvoir déverser les données de consommation dans la plateforme de l'ADEME, la plateforme Opérate. Toujours sur cet aspect collecte de la donnée, l'objectif, on l'a dit, c'est de collecter les données entre 2010 et 2019 pour choisir une année de référence et en parallèle travailler sur les valeurs absolues dont on a parlé. Donc tu nous as donné la méthodologie pour collecter la donnée, mais qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas les informations et que les informations sont manquantes, que par exemple on n'a que 2 ans d'antériorité dans les consommations? Alors l'information existe, c'est peut-être qu'on n'y a pas forcément accès facilement, effectivement on parlait des factures. Parfois, on peut ne pas avoir les factures. On en parlait justement avant avec Avi, un cas où le client n'avait pas été facturé, donc il n'avait pas de consommation. Et c'est là où justement on intervient avec les gestionnaires de réseau, qui eux sont la source la plus fiable. Et on va pouvoir remonter un historique de données entre 2010 et 2019. Cette année, exceptionnellement, Enedis a mis en place un service, notamment, permettant d'avoir des consommations pour remonter jusqu'en 2010. Donc il suffit d'envoyer les points de livraison qui vous concernent à Enedis via un formulaire très simple et tout est automatisé. On vous renvoie automatiquement les données de consommation, alors une valeur par an, pour avoir ces informations-là. Donc il y a toujours une source de données, il faut juste savoir aller où la chercher. Effectivement, pour les années de référence, on peut se dire c'est très intéressant d'aller jusqu'en 2010, il faut que je remonte toutes mes consommations. Attention, il faut faire une recherche raisonnée, c'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt d'aller chercher des informations en 2010 si finalement il n'y a pas eu de travaux d'efficacité énergétique qui ont été réalisés pendant ces 10 années. L'intérêt, c'est d'aller, pour le choix de cette année de référence, bénéficier des travaux que vous avez réalisés, et donc des économies qui ont été réalisées en termes de consommation, et donc avoir une recherche raisonnée et de remonter uniquement juste avant des travaux qui ont permis de faire des gains sur votre facture énergétique. On peut prendre un exemple très concret. Nous, on accompagne pas mal de clients, notamment dans les EHPAD, et on a un client qu'on accompagne sur le décret tertiaire qui me disait écoutez, moi j'arrive pas à avoir un historique très très profond, et on allait chercher justement chez Enedis ou GRDF les informations, et on s'est vraiment focusé sur les consommations qui étaient avant des travaux d'efficacité énergétique réalisés sur certains établissements. Donc voilà, il faut avoir une démarche raisonnée pour faire de l'archéologie dans les données énergétiques, et pas besoin d'aller chercher très très loin. Mais il y a toujours une réponse, il y a toujours une source de données à aller interroger. Et je rebondis sur ce sujet de l'année de référence. On a tendance effectivement à se focuser sur la collecte des données et le choix d'une année où on a beaucoup consommé pour avoir on va dire, champ des possibles pour atteindre les 40%. Mais dans les échanges qu'on a eu, Marc, ensemble, et ça, même nous, acteurs du sujet, on ne l'avait pas forcément en tête, c'est que l'objectif principal, c'est la valeur absolue. Oui, l'objectif en valeur absolue. Donc vous avez effectivement à disposition les 2 objectifs, il n'y a pas de choix à faire. Donc vous orientez vers l'un ou vers l'autre. Donc c'est l'objectif en valeur relative, je dirais, alors pour simplifier, pour ceux qui ne se souciaient pas trop de leur consommation énergétique, donc des gens qui n'exploitaient pas nécessairement bien. Et puis l'objectif en valeur absolue qui est plutôt destiné aux bâtiments neufs, puisque en fait tous les bâtiments maintenant sont concernés, quelle que soit leur année de construction. Et l'idée de la valeur absolue, en fait, c'est la valeur qui est commune au sein d'une catégorie d'activité, modulo effectivement le volume d'activité, puisque c'est une disposition qu'on intègre dans le dispositif pour la fixation de la valeur absolue sur la base d'indicateurs d'intensité d'usage et qui module votre objectif en valeur absolue. Mais la valeur absolue, si je peux simplifier, c'est vraiment le Graal. C'est ça qu'il faut aller chercher, que tout le monde doit aller chercher. C'est pour ça qu'il est important, lorsque des assujettis se retournent vers des acteurs privés que vous êtes, qui les aident dans cette démarche-là, c'est effectivement bâtir des plans d'action sur la valeur absolue. Ils peuvent en avoir un, entre guillemets, de secours à côté sur la valeur relative, mais c'est vraiment la valeur absolue qu'il faut aller chercher. Voilà. Donc en synthèse sur la partie déclaratif et sur les attentes de septembre, le maître mot, c'est le dialogue, un consensus donc, entre les différentes parties prenantes, la collecte des données qui peut être parfois
un peu houleuse, mais qui est faisable. On a la preuve, certains clients l'ont déjà fait. Et on oublie, donc on est très focusé sur cette partie en ce moment, collecte et déclaration initiale, mais on oublie que le décret tertiaire, c'est aussi faire des économies de façon réelle. Et pour ça, j'aimerais rapidement introduire la méthode qu'on a développée chez Enerlis donc pour atteindre ces objectifs. Donc on a développé une méthode qui est intégrée, c'est-à-dire qu'on est présent sur toute la chaîne de valeur de l'efficacité énergétique. Habituellement, dans le monde du bâtiment, quand on fait des travaux, on a tendance à travailler en silo, c'est-à-dire que vous avez un assistant à maîtrise d'ouvrage qui va donner un schéma directeur, une maîtrise d'œuvre qui va suivre les chantiers, qui parfois n'aura même pas rédigé le cahier des charges, des entreprises qui sont réparties sur les différents lots techniques, qui ne communiquent pas toujours entre elles, et une passation, on le sait, qui n'est pas toujours bonne entre le monde des travaux et le monde de la maintenance. Donc avec cette multiplicité des acteurs, on a une perte d'information, une perte d'efficacité. Et notre méthodologie, celle qu'on pousse, c'est de casser ces silos et d'être intégré sur la conception, la réalisation, et on va jusqu'à financer certaines opérations en s'engageant sur le résultat. Donc à Vie, on a ensemble un cas d'école, et j'aimerais avoir votre retour d'expérience sur cette méthodologie de travail. Avec plaisir. Donc, avant de parler du cas d'école, peut-être préciser qu'effectivement, force est de constater aujourd'hui, dans la quasi-totalité des cas de démarche décret tertiaire mise en œuvre, on se trouve dans un cas de figure où on a développé, on a un plan d'action, on a une feuille de route, et cette feuille de route comporte assurément des actions qu'on pourrait identifier comme des travaux de plus ou moins grande envergure, mais il y a presque toujours des travaux à envisager, à préparer. Donc, cas d'école, effectivement, on a travaillé ensemble, et on travaille encore ensemble sur un cas d'école, un bâtiment que je ne nommerai pas, mais je vous dirais que c'est une copropriété, un IGH qui se trouve sur la dalle de la Défense. La copropriété, on en parlait un peu plus tôt, ça a ses défis particuliers. Une petite démocratie où la prise de décision se fait à des rendez-vous bien définis qui ne sont pas pas toutes les semaines nécessairement. Donc il faut bien décider, bien trancher lors de ces moments, lors de ces AG et ces réunions pour pouvoir avancer. Donc, cette copropriété tertiaire, on avait la chance d'avoir des copropriétaires bien mobilisés, donc qui se sont déjà engagés, même en 2019, sachant, on savait très bien ce qui nous attendait. Donc, en 2019, engagés en réalisant un audit énergétique. C'est souvent donc la première étape, un audit qui nous permet de définir cette feuille de route, d'identifier une liste d'actions qu'on peut ou pas mettre en œuvre, mais avec cette liste d'actions-là, on a des actions, des responsables, des retours sur investissement. Le retour sur investissement est important et des gains attendus. Étape suivante, dans le travail qu'on a fait ensemble pour cet immeuble-là, ça a été de travailler sur une consommation de référence théorique. Et je dis théorique parce qu'on parle jusqu'ici d'année de référence, comme s'il y avait une année de référence pour un bâtiment. Malheureusement, dans des bâtiments complexes, des copropriétés tertiaires ou même des immeubles en pleine propriété avec multi-occupants, bien souvent, il y a autant d'années de référence qu'il y a d'occupants. Ce qui veut dire que bien souvent, il y a autant de cibles qu'il y a d'occupants. Donc, pour un propriétaire ou pour un syndic qui cherche à mettre en place un plan d'action et atteindre sa cible, il doit atteindre ses cibles. C'est une démarche qui est un peu plus compliquée. Donc là, pour le coup, on avait une consommation de référence, parfait, qui nous permet d'identifier une cible 2030 théorique, parfait, et un plan d'action qu'on a défini ensemble. Dans ce plan d'action-là, ça nous a permis d'identifier une action importante qui nous permettait d'économiser 2500 MWh d'énergie. Et donc, c'est énorme, avec un retour sur investissement qui était sur 4 ans. Sur 4 ans, pour des travaux qui étaient légèrement au-dessus du million. Donc, pour une copropriété ou même pour un propriétaire unique, de pouvoir engager des travaux. Dans ce cas-ci, c'était au niveau de la GTA, sur la régulation du cordon chauffant, des CTA. Il y avait également une brique d'énergie management qui était ajoutée. Mais dans ce cas-ci, de pouvoir engager un peu plus d'1 million d'euros de travaux autofinancés en 4 ans, c'est génial. En plus, dans l'exemple dont on parle en ce moment, il y avait également ce recours au financement. Donc là, en copro, mais pas que, de ne pas avoir à avancer 1 million, de faire un appel de fonds d'1 million et de pouvoir rémunérer une entreprise sur les économies réalisées, c'est ce qui était le cas. Donc une rémunération via un loyer sur 5 ans, c'est parfait. Ça permet d'engager des travaux
avec des appels de fonds plutôt limités. Oui, donc vraiment en synthèse, cette méthode, donc on a réalisé l'audit énergétique, défini le plan d'action, réalisé les travaux, on les a financés, c'est-à-dire que Enerlis a payé ses travaux, a fait les avances, et le but du jeu, c'est d'avoir en fait un montant des loyers qui soit inférieur au montant des économies réalisées. Ça permet donc d'autofinancer les opérations. Et donc, pour le rappel des grands chiffres, 1 million d'euros d'investissement, 270 000 euros d'économie à l'année, pour les ordres de grandeur. Donc il y a des travaux, bien souvent, comme vous le remarquez à vie, mais bien souvent les travaux, ça ne suffit pas toujours. Il y a aussi l'aspect comportemental, et bien souvent on a remarqué quelque chose, c'est cet effet rebond, c'est-à-dire qu'on réalise une opération coup de poing, on baisse les consommations, on les constate, et quand on revient 2-3 ans après, si on ne suit pas correctement les exploitants et les occupants, eh bien on observe une dérive sur les consommations. Donc comment est-ce qu'en tant que property manager, vous gérez cet aspect comportemental au sein des bâtiments? L'aspect comportemental, également donc l'occupation faite des locaux par les utilisateurs est hyper important. On parle de travaux, on a parlé de travaux jusqu'ici, mais on en parlait également plus tôt, il n'y a pas que les travaux. Et même que bien souvent, ce ne sont pas, lorsqu'on met en place un plan d'action, les travaux ou les travaux d'envergure qui sont les premières actions qu'on met en œuvre. On s'intéresse bien souvent au pilotage du bâtiment et à l'occupation qui est faite par ses occupants, par les locataires. Lorsqu'on réalise un audit énergétique, par exemple, ça fait partie du périmètre de l'audit. On ne s'intéresse pas qu'à l'enveloppe et à ses installations. Donc, effectivement, les occupants du bâtiment ont un impact hyper important sur la consommation du bâtiment. Ce qui fait que les mobiliser, les sensibiliser reste un élément important d'une démarche de mise en œuvre décret tertiaire. On ne peut pas mettre en œuvre une démarche sans parler, sans dialoguer, sans sensibiliser les occupants. Notre expérience montre aujourd'hui qu'il y a, dans les bonnes pratiques à mettre en œuvre, il y a probablement trois choses à faire assurément. Une première chose dans le dialogue, dans la communication avec les occupants, on en parlait plus tôt, c'est la sensibilisation et la communication. Il faut sensibiliser les occupants sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre, les éco-gestes à mettre en œuvre dans leurs espaces privatifs. Parce qu'un propriétaire ou un PM comme nous, on n'a pas la main sur ce que font ça va de soi, les occupants chez eux. Cette sensibilisation, ça peut prendre la forme des fois de livrets sur les éco-gestes, sur les bonnes pratiques. On le voit souvent, ce sont des livrets qui sont plutôt généraux et génériques, mais qui ont leur pertinence, qui montrent et qui sensibilisent sur les bonnes pratiques. Mais ça peut aller, et ça doit aller encore plus loin que ça, notamment dans le cas de la communication et du dialogue dont on parlait plus tôt aujourd'hui. Donc de 1. De 2, j'en ai glissé un mot, lorsqu'on réalise des audits énergétiques, il faut que ça permette également aux occupants de se structurer, de structurer leur démarche. Donc, pour moi, l'audit énergétique, dans son cahier des charges, dans son périmètre, doit aller au-delà de l'immeuble, de son enveloppe et de ses installations, doit intégrer le pilotage du bâtiment et idéalement, on doit pouvoir ouvrir la porte des espaces privatifs, rentrer chez les locataires et également avoir des pistes d'action bien pointues et bien précises à présenter aux locataires. À ce moment-là, on a quelque chose de très structurant. Et lorsqu'on a une feuille de route, on a des actions à proposer, à recommander aux locataires. Donc, on a du concret. Troisièmement, troisième élément important selon nous, c'est vraiment, on en parlait plus tôt, la transparence et la restitution. Une fois qu'on a sensibilisé, une fois qu'on a communiqué, une fois qu'on a aidé à structurer, ce n'est pas fini. Aujourd'hui, on connaît, ou vous connaissez probablement tous, ce qu'on appelle les comités verts ou ces comités annexes environnementales. Ça découle d'une obligation réglementaire. Les locataires qui occupent des baux de 2000 m² et plus, on doit organiser minimalement une fois par année une réunion qu'on appelle communément le comité vert. Nous, ce qu'on propose aujourd'hui, comme bonne pratique, c'est d'ouvrir le membership de ce comité vert. Et dans un bâtiment assujetti au décret tertiaire, de rencontrer minimalement une fois par année, voire plus, l'ensemble des locataires pour leur montrer ce qui a été fait. Voilà le plan d'action, voilà la mise en œuvre du plan d'action et voilà quel est l'impact des actions mises en œuvre. À ce moment-là, les occupants sont à toutes les étapes importantes de mise en œuvre d'une démarche décret tertiaire et se sentent vraiment, réellement partie prenante. Merci Avi. J'ai été un peu vite sur la partie sondage. Arnaud, si tu veux revenir sur les deux dernières questions. Oui, alors écoute, on va simplement revenir sur une des deux questions qui étaient une des 4 questions qui étaient posées précédemment. Effectivement, face aux obligations du décret tertiaire, quelles sont selon vous les principales incitations à passer à l'action?
c'était effectivement la première raison, bien sûr, la mise en conformité, qui démontre aussi qu'on reste quand même axé par l'aspect normatif dans un premier temps, hein. Et puis on va dire dans le trio de tête, réaliser des économies d'énergie sur nos factures énergétiques. Bien sûr, avec le surenchérissement du kilowattheure, c'est compréhensible. Et dans un troisième temps, valoriser notre patrimoine, qui est quand même une préoccupation et une motivation des participants à notre événement. Voilà, donc ça c'était la deuxième question. Et il y avait une troisième question sur laquelle, qui va peut-être vous faire... ça on l'a vu, non, ça on l'a vu tout à l'heure. Non. Quel est le niveau d'avancement par rapport à l'échéance du 30 septembre, notamment cette échéance sur laquelle on a fortement échangé. Donc une majorité maintenant à 60%. Et en tout cas en phase de collecte des informations patrimoniales et énergétiques, tandis que le sujet a seulement été évoqué pour presque un tiers d'entre eux. Je rebondis juste sur cette question, peut-être Marc, quel va être le niveau d'exigence en termes de tenue des délais, parce que le 30 septembre c'est demain, on est aujourd'hui le 23 juin, pour certains dans quelques semaines vous allez partir en vacances et on va se retrouver à la rentrée. Donc pour le tiers qui a répondu, qui avait abordé le sujet, ils seront peut-être en retard. Est-ce qu'il y aura une tolérance ou est-ce qu'on sera stricto sensu sur le dispositif? Alors la date du 30 septembre, parce qu'effectivement il y a des bruits qui courent qui sont de mauvaises informations, la date du 30 septembre reste toujours là. Tout simplement parce que c'est une date qui revient de manière récurrente dans le dispositif, hein, c'est les échéances annuelles devant monter de consommation de l'année précédente. On ne la changera pas, il n'y aura pas de report. On a déjà dit dans plusieurs webinaires menés par la DHUP et l'ADEME qu'on ferait preuve de souplesse. On a rappelé que le principe, c'est que 2022 est une année d'apprentissage. Ce qu'on demande, c'est que vous renseigniez la plateforme, donc que vous créez vos comptes, que vous remontiez à titre d'exercice les consommations énergétiques 2021 et si vous étiez en exploitation, celle de 2020. Donc c'est juste à titre d'exercice. Vous aurez une attestation, mais qui ne sera pas, il n'y aura pas de note. Hein. On vous en donnera peut-être une, mais qui sera fictive, enfin qui ne sera pas réaliste, puisque c'est quand même des années qui ont été très impactées par la crise sanitaire, sauf quelques activités où ils ont fait, je dirais, un chiffre d'affaires et puis même des consommations énergétiques très importantes. Hein. Je pense au commerce alimentaire, où là, effectivement, à la limite, en termes de recherche de consommation de référence, hein, vous ne cassez pas la tête, hein, vous prenez 2021, et puis, voire même 2020, puisque c'est là qu'ils ont augmenté leur consommation énergétique, vous prenez ça, et puis c'est tout. Et donc, on fera preuve de souplesse, on vous rappellera, effectivement, puisqu'on aura une base de données assujettie, qui nous permettra de faire une requête sur Opera, de vérifier ceux qui ont répondu et ceux qui n'ont pas répondu. Donc tous ceux qui n'auront pas répondu, on leur enverra un mail pour leur rappeler effectivement qu'on les invite à remplir la plateforme Opera le plus rapidement possible. L'idée, c'est d'être en ordre de marche pour l'année 2023. C'est que tout le monde ait créé son compte, qu'ils aient fait cet exercice, qu'on ait la consommation de référence. Alors sur la consommation de référence, il y a la problématique de l'ajustement climatique effectivement qui se pose aujourd'hui, puisque on a modifié un petit peu la formule d'ajustement climatique, notamment pour ceux qui ne bénéficient pas de sous-comptage de chauffage ou de refroidissement, où on intègre effectivement un rapport conso total sur valeur absolue, en fait pour avoir un ajustement qui soit le plus proche possible de vos modalités d'exploitation à l'année dite. Et effectivement, comme vous n'avez pas les valeurs absolues, vous ne pouvez pas avoir cet ajustement. Donc vous pourrez toujours, même si l'arrêté normalement sera soumis à la consultation publique d'ici la fin de l'année, une fois que vous aurez cette valeur absolue, l'ajustement sera calculé automatiquement, les objectifs calculés, et si vous vous êtes trompé, dans le choix, vous pourrez revenir dessus sans problème dans le cadre du droit à l'erreur. Et on fera preuve de souplesse sur ce sujet-là. Donc sur l'ajustement, on avait deux possibilités. C'était soit on faisait un bac à sable sur Opera pour pouvoir tester, parce que je dirais qu'aujourd'hui, sans valeur absolue, vous pouvez prendre des valeurs absolues fictives entre 40 et 100 kWh au mètre carré. Ça sera toujours la même année. Alors vous n'aurez pas l'ajustement réel, mais ça sera toujours la même année qui va ressortir. Donc cet exercice-là, on aurait pu le mettre sur un bac à sable, mais il n'y a pas suffisamment de temps pour le mettre en place.
On aurait pu aussi, et ça j'avais proposé, faire un fichier Excel qu'on met à disposition des acteurs sur la plateforme Opera. Le seul problème, c'est que les données, en termes de DJ, là, les degrés jour, les données météorologiques, ce sont des données commerciales qu'on ne peut pas mettre à disposition de tout le monde. Et qu'effectivement, si j'avais mis des feuilles Excel qui étaient masquées, n'importe qui s'y connaît bien craque le fichier. Et après, nous, on se retrouverait en contentieux avec Météo France, et c'est pas le but. Donc néanmoins, je pense que beaucoup d'acteurs ont acheté ces données de consommation, et si vous, vous pouvez faire le test, ça sera toujours la même année. Donc après, vous aurez un vrai ajustement une fois que les valeurs absolues seront définies, mais déjà ce premier exercice, vous pouvez le faire. Voilà. Alors je voulais juste préciser sur la consommation énergétique de référence, pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, Avi, c'était qu'effectivement, il y a plusieurs cibles. Parce que quand vous êtes dans un bâtiment multi-occupation, bien souvent, vous avez des locataires qui n'étaient pas là au moment où vous avez, avant que vous ayez entrepris des actions sur le bâtiment. Qui d'ailleurs, ces actions n'ont peut-être pas permis, parce qu'elles sont peut-être pas toutes faites, d'atteindre un niveau RT 2012 ou BBC Réno. Donc le principe qu'on se propose de rajouter dans le prochain arrêté, pour assurer une certaine équité de traitement, c'est de pouvoir avoir une consommation de référence fictive d'un nouveau locataire qui n'était pas là avant les actions, qui s'appuierait sur ses consommations énergétiques de sa première année pleine d'exploitation, auxquelles on ajouterait les consommations réparties et communes fournies par la copropriété sur le local. Ce qui fait qu'on aurait peu ou prou la situation dans laquelle il se serait situé avant les travaux. Voilà. Donc ça, c'est une piste qu'on va proposer au prochain arrêté pour assurer une certaine équité de traitement, et donc du coup avoir un vrai dialogue au niveau des copros, entre propriétaires et preneurs à bail sur le choix de cette année de référence. Merci Marc pour ces précisions, c'était important de le souligner, on n'est pas dans une démarche punitive, c'est vraiment quelque chose qui doit servir à l'ensemble du secteur tertiaire comme vecteur d'accélération de la transition. C'est ça, c'est avant tout un outil avant d'être un dispositif réglementaire. On aurait très bien pu mettre en place ce dispositif sans un texte de loi et sans décret. On va faire un petit rétro-pédalage tout à l'heure sur notre sujet de l'énergie management, parce qu'on a abordé les grandes briques de ce décret tertiaire, le déclaratif, la réalisation de travaux et l'atteinte donc des objectifs en valeur absolue, en valeur relative. Et en bout de course, un sujet qui va devenir incontournable, c'est l'énergie management, c'est le maintien de cette performance pour éviter les effets rebonds que j'évoquais tout à l'heure. Donc Vincent, avec notre système Next Step de management de l'énergie, comment est-ce que cet energy management se réalise? Alors juste aussi pour rebondir sur ce que disait Marc Leroux, effectivement, le décret tertiaire, c'est une démarche qui se lance et il n'y a pas juste la déclaration, il faut suivre dans le temps, il faut atteindre les objectifs en 2030, en 2040, en 2050. Et c'est là effectivement où il faut lancer cette démarche d'énergie management. Alors qu'est-ce qu'on appelle energy management ? C'est vraiment consolider les informations sur votre patrimoine, les énergies, les données patrimoniales, c'est les suivre dans le temps et c'est pouvoir détecter des anomalies, détecter des optimisations, suivre des plans d'action qui vont être mis en place pour atteindre les objectifs. Vous allez réaliser des travaux. Et bien, avec cette démarche d'énergie management, vous allez pouvoir vraiment voir l'évolution de vos consommations suite aux travaux. Donc c'est vraiment ça, toute cette démarche d'énergie management qu'il faut mettre en place pour pouvoir vraiment valider la trajectoire d'atteinte de l'objectif du décret tertiaire notamment, ou même d'autres objectifs. Il y a des gens qui se sont déjà lancés dans des certifications ISO 50001 ou d'autres démarches qui s'inscrivent totalement dans la démarche du décret tertiaire. Mais voilà, le décret tertiaire vraiment va permettre de pousser cette démarche d'énergie management à vraiment mettre en place. On inclut aussi du coup ce que vous disiez Avi, tout l'échange avec le propriétaire, le locataire, ça s'inscrit également dans cette démarche d'énergie management parce que tout le monde doit être vraiment intégré et les occupants avec les éco-gestes également. Donc c'est vraiment en tout cas la méthodologie qu'on met en place chez nos clients quand on les accompagne sur le décret tertiaire ou même sur d'autres projets. J'ai par exemple en tête un exemple, un grand acteur dans le médico-social en France. On les accompagne, ils ont à peu près 2500 sites
sur tout le périmètre. Et ils nous ont demandé, voilà, accompagnez-nous sur le décret tertiaire, sur la première année de déclaration, l'année de référence. Et dans la démarche, on leur a proposé aussi de les suivre dans le temps avec cet energy management où on va piloter vraiment les énergies sur leur site qui sont soumis au décret tertiaire, mais également les 2500 autres. L'objectif étant d'atteindre cet objectif et de surtout valider qu'on n'est pas en dérive et qu'on suit bien les objectifs. On a encore un peu de temps. Moi, j'ai une autre question pour toi, Vincent. On a parlé des collectivités, du tertiaire donc classique de bureaux, monopropriétaires, multi-occupants, copropriétés. Mais il y a un cas de figure qu'on n'a pas évoqué, c'est celui des acteurs qui ont des sites mixtes, c'est-à-dire avec une activité de production et une activité tertiaire. Où là aussi, on est dans des cas de figure pour ces sujets de collecte de la consommation qui peuvent être complexes à appréhender. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Oui, on n'a pas du tout évoqué les sites mixtes. C'est une vraie complexité puisque si vous êtes un industriel, vous pouvez quand même être soumis au décret tertiaire puisque vous avez des surfaces qui sont considérées comme tertiaires sur vos sites. Et dans ce cas-là, il faut pouvoir bien dissocier quelles sont les surfaces tertiaires, quelles sont les surfaces industrielles et faire la même chose sur les consommations. Donc c'est une complexité assez importante. Et on a eu ce cas de figure sur plusieurs clients. On accompagne un grand constructeur automobile français sur ce sujet-là, donc avec des campus, avec une cinquantaine de bâtiments à chaque fois. Et il faut bien faire la distinction, qu'est-ce qui est tertiaire, qu'est-ce qui est industriel. Et c'est pas forcément évident, parce que les plans de comptage sont pas forcément parfaits, et on n'a pas forcément un compteur sur chaque bâtiment, ou sur chaque zone tertiaire, ou sur chaque zone mixte. Donc là, il y a une vraie étude, on est limite dans un audit énergétique pour comprendre le plan de comptage et savoir comment répartir les surfaces tertiaires, les surfaces industrielles. Et donc là, il y a un vrai sujet qu'il faut prendre en main longtemps à l'avance. Et là, ça fait à peu près 1 an qu'on les accompagne sur ce sujet-là. Voilà, donc les surfaces mixtes, les bâtiments mixtes, c'est une complexité. Peut-être que Marc Leroux, vous avez un exemple. Ça a été précisé dans l'arrêté, la méthodologie qui doit être mise en place, mais ça concerne aussi le secteur public pour les collectivités locales, où souvent, par exemple, ils ont, et souvent dans les petites communes rurales qui peuvent être du coup assujetties, ils ont une mairie, ils ont une école, ils ont un bâtiment sportif, éventuellement une bibliothèque. Tout ça se constitue des EFA qui sont vraiment individuels. Effectivement, ils pourraient répondre à l'échelle du site et tout globaliser, mais s'ils veulent vraiment suivre, comme ils n'ont pas du tout le même mode d'exploitation, l'idéal c'est quand même de déclarer entité par entité. Et puis s'ils ont effectivement une chaufferie qui dessert tout, c'est avoir une règle de répartition dans un premier temps sur FASIC, et puis qui prend en compte effectivement les durées d'utilisation. Une école, elle n'est pas utilisée pendant les vacances, sauf s'il y a un centre aéré qui exploite le bâtiment, s'il y a du périscolaire. Mais au moins c'est se poser ces questions-là. En fait, l'idée c'est que c'est vraiment un outil d'accompagnement à la transition énergétique, c'est se poser les bonnes questions, comprendre ses consommations et comment ça se passe. Donc effectivement, il faut rationaliser quand on est sur des sites industriels le plan de comptage, c'est bien identifier les locaux, peut-être même réfléchir à réorganiser si on a du tertiaire réparti un peu partout, alors qu'on pourrait le rassembler au même endroit. Alors, c'est précisé dans la FAQ, tout ce qui est bureau qui sert à l'exploitation, au process industriel, ça rentre dans le process industriel. On ne va pas mettre le bureau du contremaître, les vestiaires, etc., des personnels d'exploitation dans le secteur tertiaire. Ça fait partie de la production. Donc il faut être simplement pragmatique et puis faire preuve de bon sens dans ce cadre-là. Il y avait juste un acteur qu'on n'a pas, qu'on n'a pas évoqué, c'est les mainteneurs. Les mainteneurs, ils ont un rôle à jouer. Et j'invite aussi les energy managers à les suivre. Parce qu'aujourd'hui, en France, on est beaucoup dans l'à peu près. C'est-à-dire qu'on a des mainteneurs qui viennent vérifier que l'équipement fonctionne, mais ils ne règlent pas, ou très peu le font. Moi, j'en ai vu rien comme ça, chez moi, perso. Et puis derrière, ils ne nettoient pas. Donc il y a aussi l'entretien. Il faut savoir qu'une chaudière, une chaufferie qui n'est pas entretenue, mais même en climatisation, des condenseurs qui ne sont pas nettoyés, c'est de l'ordre de 7 à 10% de surconsommation. Donc ça, c'est un point très important, quoi. Donc il faut les suivre aussi, ces gens-là. Merci. La dernière question du sondage. La dernière question du sondage porte tout simplement sur les freins à l'atteinte de l'objectif de 2030.
sans surprise, c'est effectivement le temps. Alors, c'est certainement l'échéance du 30 septembre qui fait qu'on ait cette première réponse qui apparaît. Bon, il y a aussi la coordination des parties prenantes. Ça a revenu beaucoup dans votre débat, notamment sur les multi-occupants des bâtiments tertiaires. Ça, c'est effectivement une des préoccupations. Et puis après, il y a les ressources, que ce soit en termes monétaires ou en termes de ressources humaines, pour réaliser cette coordination, je suppose, et arriver à définir les années la consommation de référence et accompagner l'ensemble des actions dans le temps. Voilà le retour de notre échantillon. Maintenant, peut-être qu'on va pouvoir passer aux questions. On arrive à la fin de notre temps d'échange. Je retiens 2 grands mots, à mon avis, c'est la communication et la volonté pour arriver à mener à bien cette démarche. Et je ne sais pas si Marc, Avi, vous voulez nous dire un petit mot pour la fin sur une ouverture, peut-être sur ce qui se passera dans l'avenir sur ce décret ou... Alors oui, effectivement, le premier enjeu quand même de ce dispositif, c'est la lutte contre le changement climatique, parce qu'aujourd'hui, si tout le monde n'est pas victime dans sa chair ou au niveau de l'immobilier sur le changement climatique, demain, vous serez tous concernés. Donc on est tous victimes, enfin on sera tous victimes, mais on en est tous responsables. Donc il faut penser aux générations futures, mais si vous n'êtes si climato-sceptique, eh bien il faut quand même, vous serez touché de toute façon. Donc l'idée c'est effectivement il faut le faire maintenant, on est au pied du mur pour pas dire on est rentré dans le mur, donc si on veut pas que ce soit trop violent pour nous, faut s'engager dès maintenant. Et effectivement, pour rebondir sur l'annexe environnementale qu'on a évoquée tout à l'heure avec Avi, c'est effectivement que le dispositif éco-énergie tertiaire a vocation, enfin moi c'est comme ça que je l'ai conçu, à intégrer aussi les consommations d'eau, parce que ça c'est aussi un autre enjeu du changement climatique, c'est les ressources en eau. Donc moi j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans ce domaine-là, et je connais bien la problématique. On avait déjà des problèmes il y a 15-20 ans, ça va faire que s'accroître, le prix de l'eau va augmenter, les ressources en eau vont être de plus en plus contraintes. Vous aurez probablement des coupures d'eau comme on le rencontre souvent dans le sud de la France, mais ça va se généraliser en France. Et donc l'utilisation raisonnée de l'eau va être effectivement un sujet qu'on peut intégrer. Donc les consommations d'eau ont vocation à remonter sur la plateforme Opéra et éventuellement le déchet, mais dans un premier temps les consommations d'eau, parce que c'est un vrai enjeu. Et moi je pousse ma direction à faire évoluer le dispositif en ce sens. Donc il y a plein de choses, la réutilisation des eaux pluviales, faire du stockage, restitution pour pouvoir réutiliser, et puis du recyclage. On parlait tout à l'heure de process industriels. Souvent en agroalimentaire, ils sont déjà dans cette démarche-là. En blanchisserie industrielle, c'est pareil. Même les hôtels, certains, mais bon, faut voir effectivement les équipements qu'on met en place. Mais il y a un vrai enjeu aussi sur l'eau. On passe à Avi, peut-être, si tu as 30 secondes, un conseil à nous donner. En 30 secondes, le conseil que j'aurais à donner, on l'a vu, la coordination, c'est un enjeu. Nommez un pilote, que ce soit dans vos équipes lorsqu'on est propriétaire, que ce soit au niveau du PM, que ce soit au niveau d'un bureau d'études. Ça nécessite un vrai suivi du dossier. Trouver, nommer un pilote, minimalement pour les premières années de mise en œuvre. On va passer maintenant aux questions-réponses. On commence, Arnaud, je te laisse. On va faire des questions-réponses online. Oui. Donc on va projeter simplement les questions online. Et puis après, on passera aux questions de la salle très rapidement. Donc la première question de nos amis online, c'est le propriétaire ou son PM peut-il collecter les données auprès des GRD alors que les contrats sont au nom de l'exploitant ? Donc c'est une problématique juridique et de répartition de responsabilité. Je ne sais pas si Avi, vous avez peut-être... Avec l'autorisation de l'exploitant. Il faut l'autorisation de l'exploitant. Donc lorsqu'on déploie un outil, par exemple, de collecte des consommations, on sollicite les exploitants pour avoir leur autorisation pour collecter les données. Une fois qu'on a cette autorisation, oui, on peut cogner à la porte de GRD et obtenir leur historique. Mais autrement, non. Très bien, merci, très clair. Petite précision, ça se matérialise par la signature d'un mandat de gestion qui donc autorise un tiers à faire la collecte. On va faire juste après. Alors, une question dans la salle, c'est juste pour nos amis online. Je vous laisse le... C'est pas une question, c'est juste une remarque. Normalement, on peut, auprès d'Enedis, demander la consommation totale d'un bâtiment, sans différenciation des PDL, à partir du moment où on a au moins 10 points de livraison dans l'immeuble.
Et ça, sans demander l'autorisation aux occupants. Oui, le seul problème, c'est que ça sera total. Vous n'aurez pas la consommation individuelle au niveau de chaque PDL. C'est ça le problème. Alors que c'est ce qu'on demande voilà, sur Opéra. Ok. Deuxième question, on repasse après. Faut-il créer un compte et déclarer nos surfaces tertiaires si on est sur une surface inférieure à 1000 m²? Donc ça, c'est une question. Alors, Monsieur Leroux. Oui, d'un point de vue réglementaire, si le cumul des surfaces tertiaires est inférieur à 1000 m², vous n'êtes pas assujetti. Mais alors, il y a quand même des catégories d'activités qui vont être quand même intéressées par une notation éco-énergie tertiaire. On est dans un hôtel aujourd'hui, il y a les hôtels, il y a la restauration, il y a les commerces. Ce sont avant tout ces gens-là qui vont vouloir communiquer sur leur note. Si vous voulez bénéficier d'une note, il faut effectivement rentrer sur Opéra. Et puis, c'est quand même plus facile d'intégrer un dispositif dès sa genèse plutôt qu'en cours de route, parce que rien ne vous dit, notamment lorsque vous êtes en multi-occupation dans un bâtiment, par exemple à usage principal d'habitation, peut-être que la surface va évoluer dans le temps d'activité tertiaire au sein du bâtiment et qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver assujetti. Par contre, dès que vous êtes assujetti, ça c'est précisé dans la foire aux questions sur Opéra, c'est que dès que vous êtes assujetti, même s'il y a une activité hébergée tertiaire qui s'en va, les assujettis demeurent assujettis. Et tout nouvel arrivant devient de facto assujetti. Voilà. Ça, c'est ça qu'il faut retenir. Moi, j'ajouterais, parce que j'ai une autre façon de comprendre cette question-là, si on est locataire dans un immeuble qui est assujetti, même si on est locataire d'une surface qui fait moins de 1000 m², dans la mesure où l'immeuble est assujetti, nous, on est concernés. Très clair. Il en reste une. Une dernière question. Dans le cas d'un point de livraison EDF qui dessert deux bâtiments, deux propriétaires différents et donc deux locataires différents éventuellement, les déclarations sur Opéra peuvent-elles être séparées? Peut-on choisir 2 années de référence différentes? Oui, dans l'absolu, oui. Mais après, en fait, il faut avoir une clé de répartition entre les consommations des deux bâtiments. Si aujourd'hui, vous n'avez pas de sous-comptage, il est très facile à mettre en place, surtout avec Enedis. Il suffit de mettre un TOR sur les départs, puisque vous avez effectivement un point de livraison où vous avez 2 départs, et au moins ça arrive sur le TGBT de chaque bâtiment. Vous mettez le TOR sur le TGBT de chaque bâtiment, et la remontée des informations de sous-comptage arrive chez Enedis. Et c'est une demande. Aujourd'hui, Enedis, normalement, vous pouvez aller sur un compteur Linky, avoir 6 sous-comptages. C'est des possibilités techniques qui n'ont jamais été exploitées à ce jour. Donc il faut aussi que Enedis participe à ce dispositif. Il n'y a rien de plus simple. L'électricité, c'est en niveau sous-comptage, c'est de l'ordre de 250 € grand maximum l'équipement. Après, effectivement, il y a le déplacement, donc vous allez vous retrouver à 750, 1000 €, mais une fois que vous avez... voilà, c'est dérisoire, quoi. Vincent, tu veux apporter des... Non, la réponse était... D'accord. Alors, on va passer aux questions dans la salle. Donc, je demanderai à... Derrière toi, Arnaud. Voilà, très bien. Si vous pouvez vous présenter. Bonjour, Benoît Barbedette, Newstank Cities, journaliste. Je voudrais revenir sur un chiffre que vous avez donné tout à l'heure concernant, si j'ai bien compris, les économies d'énergie de 1 million de travaux. Pour 1 million de travaux, il y a 270 000 € d'économie. C'est le chiffre que j'ai. C'est ça exactement. Mais comment c'est le réaliser, c'est l'objectif, et c'est sur combien d'années? Enfin, comment expliquer ce chiffre? Enfin, est-ce qu'on peut l'indiquer? Est-ce qu'on peut mettre aujourd'hui, pour 1 million de travaux, vous ferez sûr et certain 270 000 € Alors, d'économie? Dans notre cas, oui, mais ça ne sera pas applicable à tous les cas de figure. Ici, on est dans un immeuble complexe, un immeuble de grande hauteur, avec différentes énergies consommées. On est branché sur un chaleur, sur un réseau d'eau glacée, on a de l'électricité, et en fonction des énergies sur lesquelles vous faites des économies, en fonction du coût de cette énergie, l'économie en euros est plus ou moins grande. L'engagement qui est pris, c'est sur les kilowattheures. C'est ce qui est mesuré dans un contrat à garantie de performance. Et donc, on s'est engagé sur 2,5 giga de mémoire d'économie à l'année. Et ces 2,5 giga se traduisent sur les différentes factures des énergies consommées par une économie de 270 000 €. Donc ça, c'était sur une année de référence sur ce contrat qui était de 2019. Donc avec les prix de 2022 qu'on flambait, on va dépasser les 300 000 € d'économie sur la facture pour la même économie en kilowattheure. 2,5 giga. Oui, tout à fait. Mesdames et messieurs, bonjour. Juste, vous avez parlé beaucoup d'électricité, ce que je comprends, je suis ingénieur électricien, mais le chauffage urbain,
doit-il rentrer dans les comptages énergétiques aussi? Oui, oui. Vous avez tous les vecteurs, alors sauf un que j'avais proposé, enfin deux. C'est les énergies, comment dire, le bio, tout ce qui vient de l'agriculture. Donc ça, ouais, tout ce qui est bio. Enfin, si la biomasse, quand c'est du méthane, oui, mais après il y a tout ce qui est bioéthanol, des choses comme ça qu'on pourrait rentrer. Et puis il y a un vecteur énergétique dont on entend beaucoup parler quand même depuis un an, c'est l'hydrogène, donc qui risque effectivement de se développer. Mais là, alors la difficulté de l'hydrogène, c'est qu'il y a deux façons de la produire et que le coefficient de conversion en kWh PCI, il est différent selon la méthode qu'on utilise pour produire cette énergie. Mais à terme, on doit les intégrer. Mais donc tous les vecteurs énergétiques sont prévus. Sauf erreur, il y a également ce qui est autoproduit, autoconsommé. Oui, alors ce qui est oui, alors ça, il y a des discussions. Enfin, j'en ai eu avec Enedis. Je suis pas suivi vraiment. Enfin voilà, l'idée, en fait, on a bien dit que les énergies renouvelables produites sur site et autoconsommées participent à l'effort. Enedis n'aime pas trop effectivement ce discours et je les comprends parce que c'est pas, on fait pas d'économie d'énergie. Voilà, on fait pas d'économie d'énergie. L'idée, c'est que à terme, on devrait même déclarer ses consommations, enfin au moins celles qui relèvent, qui fournissent de l'électricité, donc à savoir le panneau photovoltaïque et puis l'éolien. Oui, mais ça existe, le micro-éolien sur bâtiment. Enfin, vous pouvez avoir une éolienne, puis aussi il y a le micro-éolien sur le bâtiment qui peut être mis en place. Et donc là, normalement, c'est simple, puisque vous avez forcément un onduleur, donc qui vous fournit les données de consommation produites, et puis après, vous avez ce que vous réinjectez sur le réseau, et vous pouvez faire la différence entre les deux. L'autre vecteur énergétique renouvelable qui existe, c'est le panneau solaire thermique. Et là, effectivement, en général, là, il n'y a pas d'onduleur, donc il n'y a pas de consommation, il n'y a pas de compteur sur ces équipements-là. Mais bon, c'est à la marge. Moi, je serais assez favorable, effectivement, qu'on déclare aussi les consommations d'énergie qui produites sur site, renouvelables, parce qu'il ne faut pas considérer ça, et c'est mis dans la FAQ, comme un droit à surconsommer. Voilà. Par contre, effectivement, au niveau des émissions de gaz à effet de serre, on prendrait 0, voilà, dans les évaluations. En cas idyllique de consommation totale, vous n'avez pas moyen de vérifier sur un bâtiment puisque vous pouvez voir que le point de livraison, la facturation Enedis. Oui, mais si, parce que vous avez un report, c'est-à-dire que vous pouvez avoir l'information de production à la sortie de votre onduleur, vous avez la consommation. Donc ça, c'est un sous-comptage. Donc les consommations énergétiques les plus fiables, ce sont celles des GRD et derrière des sous-compteurs dès lors qui sont vérifiés en termes d'étalonnage. La facture, effectivement, est un élément, on l'a mis dans l'article 3, on a mis ou tout autre moyen d'effet équivalent. Tout autre moyen d'effet équivalent, et qui sont les plus pertinents, ce sont bien les comptages. Voilà, parce que les fournisseurs d'énergie, c'est ça aussi qui est intéressant en ayant les informations des GRD ou de sous-comptage, c'est que vous pouvez aussi analyser les factures de vos fournisseurs. Parce qu'il y a des fournisseurs qui font de l'estimation et après, normalement, il devrait y avoir un relevé et mettre à jour la facturation. Mais ce n'est pas toujours le cas. Nous, on s'est aperçu au niveau de l'immobilier de l'État qu'il y avait des facturations il y avait la surfacturation et quelquefois aussi qu'on payait des factures du voisin. Donc ça arrive, ça aussi. Donc ça c'est aussi très important, c'est d'identifier les points de livraison. C'est un point justement dans le diagnostic, de vérifier où sont nos points de livraison et de vérifier que c'est bien notre PDL et pas celui du voisin pour lequel on paye les factures. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée? Éric Amoros, Société foncière lyonnaise. Je reviendrai sur la partie comportementale. Aujourd'hui, on connaît le niveau de conscience des enjeux climatiques dans la population, qui est certes vaguement conscient, mais pas franchement impliqué. Donc j'imagine que les occupants de nos immeubles n'ont pas une proportion de conscientisation supérieure à celle de la population générale. Or, le comportemental, c'est fondamental dans les économies, puisqu'on peut considérer que dans la consommation énergétique d'un bâtiment, tout ce qui est consommé par les utilisateurs représente entre 60 et 80% de l'énergie consommée dans l'immeuble. Comment est-ce que vous pouvez arriver à combiner ce niveau de conscience des enjeux et ce niveau d'implication avec le fait que
il va falloir faire aux gens des efforts, mais pour ça, il va falloir, je dirais presque, organiser 10 millions de fresques du climat dans les entreprises pour arriver à mettre les gens au niveau. Alors ce sujet-là, moi je compte beaucoup effectivement sur les générations futures qui sont normalement plus sensibles justement au changement climatique. Après, j'en avais parlé à l'APEC lorsque j'avais fait un webinaire et j'avais en face de moi en fait des grosses sociétés qui ont des actionnaires derrière. Et j'avais fait un peu de politique là. J'étais sorti un peu de mon cadre. J'avais fait quand même 4 diapos sur le sujet où je leur disais effectivement que vous allez demander des efforts à vos salariés, mais il faut qu'il y ait un juste retour vers eux. C'est-à-dire qu'ils y retrouvent en fait un confort, qui travaillent dans une meilleure ambiance et puis voilà, que le confort leur profite. Donc c'est pour ça que l'animation est essentielle et la communication est essentielle. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une démarche de management de l'efficacité énergétique, il y a forcément une mobilisation de la direction et on va auprès des équipes. Certains gros groupes font aussi des concours, c'est-à-dire ils lancent des défis sur une semaine, voilà, et surtout lorsqu'on a du comptage, du sous-comptage avec les organes de gestion active, ce qu'on appelle les BACS, les Building Automation Control System, on peut avoir de la donnée en temps réel. Et donc ça, il y en a certains qui font effectivement du management et qui lancent des défis avec à la clé voilà, des petits cadeaux, ça peut être ça. Mais je pense que les générations futures qui vont venir, qui sortent là, qui sont très sensibles à ça, vont voilà, en rentrant dans des équipes voilà, d'activités tertiaires, vont contribuer aussi à piloter ça, quoi. Alors effectivement, c'est plus des personnes de notre âge qui sont peut-être un peu plus difficiles à sensibiliser sur le sujet, mais bon, oui, non, mais voilà, non, mais nous on en est conscients, mais beaucoup ne sont pas conscients de ça, quoi. Et j'ajouterais, parce qu'effectivement, ce que vous dites est vrai, j'ajouterais que ce que tout le monde entend, par contre, malheureusement, c'est l'argent. Donc là, ici, lorsqu'on parle d'économie d'énergie, on parle également d'économie de sous, voire plus. Donc ça, tout le monde l'entend. Lorsqu'on parle de mobilisation ou de sensibilisation des occupants, il y a deux façons de comprendre ou d'entendre ce qu'est l'occupant. Il y a effectivement chacun et chacune des collaborateurs, collaboratrices dans un bureau qui a ses comportements individuels. Il y a aussi le locataire comme société, comme représentant de la société, qui va se permettre de dire, bon, je vais investir, je vais mettre des détecteurs de mouvement. Lorsque je vais remplacer mes systèmes informatiques, je prends des ordinateurs plus performants, ma flotte auto, bon, là, on va sur un autre sujet. Mais donc, il y a des décisions qui se prennent au niveau de l'entreprise, qui fait que l'individu, peu importe son comportement, ça a un impact positif. Ensuite, effectivement, il y a l'individu à proprement parler. Ça, c'est un peu plus compliqué d'aller jusqu'à ce niveau-là. Mais là, pour le coup, l'argent, ça, tout le monde l'entend. Excusez-moi. J'ai une autre question. Dans le bilan énergétique que vous pouvez faire, si vous installez des bornes de recharge pour véhicules électriques, alors vous êtes considéré comme bon citoyen parce que vous chargez des voitures électriques ou comme mauvais citoyen parce que votre consommation électrique va augmenter parce que vous chargez des voitures électriques qui sont là pour améliorer le système. Alors, c'est prévu dans le texte, hein. Déjà même dans le texte de loi, c'est-à-dire que les consommations... Alors, il y a 2 consommations d'énergie qui sont déduites des consommations totales. C'est la recharge des véhicules électriques, donc véhicules électriques qui servent au transport, pas à l'exploitation du local. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en logistique, tous les organes élévateurs, donc les transpalettes et puis les Clark, enfin les Clark c'est une marque, mais je me rappelle, voilà, Clark ou Fenwick, voilà. Avant, ils étaient à énergie thermique, donc des bonbonnes de gaz. De plus en plus, ils sont avec des batteries. Donc ça, c'est compté dans les consommations énergétiques du bâtiment en logistique. Donc ça, c'est de l'exploitation. Par contre, la recharge des véhicules électriques de vos collaborateurs, ça, c'est une autre politique publique et c'est pour ça que c'est déduit. Puis il y a la consommation de l'énergie fatale, mais le texte de loi, on l'a laissé parce que ça ne servait à rien de le mettre dans le texte. Forcément, de facto, quand vous utilisez la chaleur fatale qui vient notamment d'un process industriel, forcément, il n'est pas comptabilisé. Et comme il n'est pas comptabilisé, il est de facto déduit. Mais on l'a gardé, simplement, cette phrase-là, simplement pour rappeler, parce que beaucoup ne pensent qu'au photovoltaïque, mais il y a aussi la chaleur fatale qui peut être utilisée. Par exemple, les serveurs informatiques dans des EHPAD, en santé, vous faites des armoires, ce qu'on appelle des chaudières
guerre numérique, bah ça a un vrai intérêt parce que voilà, toute la chaleur fatale produite par l'outil numérique peut être réutilisée pour faire au moins du préchauffage de vos eaux chaudes sanitaires. Et donc là, vous faites effectivement, vous avez des gains énergétiques. Mais donc les IRVE sont sortis. Après, de savoir si c'est bon ou pas pour la planète, on n'en parle pas aujourd'hui. Il y a une dernière question, je crois, derrière 2 questions. On en a encore 2, Olivier derrière. Et puis... Bonjour, je suis Eric Ersam d'Indigo. Moi, je représente un secteur qui est le stationnement, dont on n'a pas trop parlé aujourd'hui. Donc, on gère plus de 600 parkings en ouvrage en France. On est opérateur privé, mais la plupart du temps, c'est des délégations de services publics. Donc, le propriétaire, c'est les collectivités publiques. Et nous, on considère qu'on n'est pas assujetti, parce que la totalité de nos ouvrages fait plus de 1000 m², c'est vrai, c'est 40 places à peu près. Par contre, en termes de surface de plancher, à peu près aucun de nos ouvrages n'a plus de 1000 m² de surface de plancher. Alors, normalement, effectivement, au titre du Code de l'urbanisme, normalement, effectivement, encore lorsque c'est des stationnements publics qui sont qui sont pas intégrés dans un bâtiment, donc c'est soit sous-sol, mais c'est un bâtiment en tant que tel, c'est de la surface utile, c'est de la surface de plancher. C'est considéré en permis de construire comme de la surface de plancher. Le problème, ça c'était un point que j'avais voulu mettre dans le décret, que le Conseil d'État, je l'avais mis dans le texte initial, nous a fait retirer en considérant que ça pouvait être précisé dans la FAQ. Donc c'est précisé dans la FAQ, les métiers du stationnement, les surfaces de stationnement sont inclus dans le dispositif. Et d'ailleurs après, alors par contre, voilà, pour les métiers du stationnement, par contre, un bâtiment de bureau qui fait 800 m² et qui a 400 m² de parking n'est pas assujetti. S'il fait 1200 m² plus 400 m² de parking, il est assujetti pour les 1200 m². Et dans ses consommations, et là on l'a changé dans le dernier arrêté pour être très clair, c'est les surfaces de consommation énergétique, et non plus les surfaces de plancher, sont intégrées. C'est-à-dire vous intégrez de facto, comme vous êtes assujetti sur les 1200 m², vous incluez les 400 m² de consommation énergétique liés au stationnement. Donc vous avez 1600 m² de surface de consommation énergétique. Mais les métiers du stationnement sont assujettis, c'est dans la FAQ. J'aurais préféré que ça soit écrit noir sur blanc dans le décret, mais voilà, le Conseil d'État a jugé que c'était pas utile. C'est ce qui nous gêne, c'est que c'est dans la FAQ, mais le texte de loi c'est de la consommation énergétique. Et ce qui nous gêne derrière, c'est qu'en fait, en termes de marge de manœuvre, on en a très peu. Si, vous avez de la marge. Il y a l'éclairage. Il y a l'éclairage, il y a la ventilation. Quand vous êtes en sous-sol. C'est réglementaire. Non, mais vous pouvez être en réduit. Et on a des équipements qu'on ne peut pas réduire. On a des fois des pompes de relevage, des radiers drainants. On ne peut pas les mettre à l'arrêt. Oui, ces choses-là, oui. Mais après, c'est essentiellement, effectivement, l'éclairage. Vous pouvez le mettre en réduit et puis voilà, faire que du balisage et puis de la détection, soit par ouverture de porte, soit voilà, quand vous arrivez. Enfin, il y a plein de choses qui sont possibles. Préciser un point, c'est aussi quand on a peu d'actions à notre portée et qu'on réalise ces actions, donc on s'engage dans la démarche. Si on ne peut pas atteindre l'objectif, on n'a pas parlé des dossiers de modulation, mais une fois qu'on s'est attaqué au réduit pour le traitement de l'air et qu'on est passé en 100% LED et que vous avez déduit les consommations des bornes électriques, vous avez fait à peu près toutes les actions techniques à votre portée et on passera ensuite sur les dossiers de modulation. Pour contraintes techniques. Donc par exemple les consommations dont vous parlez des relevages, ça c'est des contraintes techniques. Et on ne va pas mettre de la consommation relative à ça d'office, parce que sinon ça serait donner un droit sur consommer à ceux qui n'en ont pas. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, s'ils ne mettraient pas l'indicateur qu'on pourrait mettre d'ailleurs s'il y a des pompes de relevage ou pas, mais c'est pas très pertinent, quoi. Après c'est aussi, voilà, c'est éco-énergie tertiaire, c'est un outil d'accompagnement de la transition énergétique qui force à la réflexion pour les bâtiments existants et qui doit être profitable à la conception des bâtiments neufs. Moi je trouve ça aberrant. Alors effectivement, il y a besoin de stationnement, mais il faut limiter aussi notre recours aux véhicules individuels. Donc là, on rejoint les aspects IRVE, etc. Et que les besoins en stationnement, alors on ne va pas tuer votre activité, mais voilà, il faut peut-être éviter d'aller faire des stationnements en sous-sol qui génèrent des consommations, voilà, parce que vous avez, de style relevage, parce que vous êtes dans des nappes phréatiques, des choses comme ça, quoi. Donc il faut éviter ce genre de choses, quoi. Déjà au niveau investissement, puis après au niveau fonctionnement. Pour clôture, on a une dernière question. Oui. Olivier Velay de Beaumont, propriétaire plutôt d'immeubles de bureaux. On parle de réduction de consommation d'énergie. En revanche, aujourd'hui, dans
dans le secteur du bureau, on a une énorme évolution de l'usage du bureau, avec soit des ratios d'occupation par mètre carré qui changent d'une entreprise à l'autre, mais pas que. On parle de services, monsieur a posé la question sur les places de parking, et je comprends que c'est exclu du dispositif, ou du moins du... Non, elles sont intégrées, c'est ce que j'ai dit le contraire. De recharge de véhicules. Les recharges, oui, les recharges, oui. Et au même titre, j'espère que les vélos d'ailleurs. Mais en termes d'usage, c'est vrai qu'on a... nous, on a volonté à plutôt essayer de remplir nos immeubles avec des occupants pour avoir une bonne productivité des mètres carrés qui ont été construits. Et on voit beaucoup d'employeurs qui ont vraiment aujourd'hui une grosse volonté de faire revenir leurs salariés dans les bureaux en proposant des offres de services, restauration, salle de gym ou autres, et voire éventuellement étendre pour des after-work, éventuellement des dîners sur site. Donc ça, c'est quand même de l'énergie qui va être consommée dans un bâtiment et qui va faire augmenter notre consommation d'énergie. Mais qui va très certainement, et je l'espère, faire réduire la consommation d'énergie, d'autres offres alternatives de restauration, ou si jamais je travaillais depuis la maison. Donc est-ce que ces changements d'usage sont pris en compte dans vos appréciations de la consommation d'un bâtiment, mis à part, parce que moi, de ce que j'ai lu pour l'instant, de ce que j'en ai compris, c'était plutôt un ratio d'utilisation, nombre d'occupants, avec un ratio mètre carré par occupant qui est pris en compte. Oui, alors voilà, pour les bureaux, c'est les deux indicateurs d'intensité. Enfin, il y a les indicateurs d'intensité temporelle, donc c'est les durées d'exploitation des locaux, pour passer en réduit lorsque vous n'êtes pas ouvert. Ensuite, les deux indicateurs d'intensité d'usage pour les bureaux, c'est la surface utile brute, donc, et c'est ce qui fait la différence entre le bureau standard, l'open space et le flex office, enfin, surtout open space. Et puis après, il y a le taux d'utilisation, le taux d'occupation. Et là, en fait, c'est la différence entre l'open space et le flex office, où normalement, on passe d'un taux d'occupation global de 70 à 80, voire 90%. Ce que vous avez dit sur les offres alternatives, enfin, en plus, elles sont déjà intégrées. Alors, vous ne les avez pas vues parce que vous n'avez pas les valeurs absolues, mais on a la restauration, on a les salles de sport, y compris voilà, les petites salles de sport individuelles, qui font l'objet soit d'une exploitation, je sais pas, comme un, alors j'ai plus les noms en tête, mais voilà, des entreprises privées qui font ces salles de sport. Vous pouvez l'intégrer dans votre bureau. Vous aurez simplement à aller chercher effectivement cette sous-catégorie spécifique sport et puis salle voilà, de musculation, etc. Donc ça, vous l'aurez. Vous pourrez construire votre objectif en valeur absolue. Donc c'est ça l'intérêt de la valeur absolue. C'est que, alors ça ne nécessite pas, alors je le précise parce que souvent il y en a qui font l'amalgame, ils pensent que sous-catégorie égale sous-comptage. Non. La sous-catégorie, ce sont des zones fonctionnelles qui ont été identifiées où on a une consommation énergétique qui est relativement homogène. Modulo, effectivement, le volume d'activité, c'est pour ça qu'il y a les indicateurs d'intensité d'usage qui sont là. L'objectif de ces sous-catégories, c'est d'avoir un objectif en valeur absolue qui soit personnalisé et qui représente voilà, qui soit représentatif de la configuration dans laquelle vous vous trouvez. Donc si vous êtes dans un immeuble de bureau avec de la restauration entreprise, vous allez chercher la restauration entreprise. Si vous avez une salle de gym, vous la mettez, vous allez la chercher. Et puis voilà. Donc, et si vous avez des salles qui sont, comment dire, des amphithéâtres ou des grandes salles de réunion qui peuvent être louées à l'extérieur, et ben c'est une entité éventuellement fonctionnelle à part que vous pouvez gérer, quoi. Voilà. Je crois que la question, c'était effectivement, c'est pris en compte dans le dispositif, beaucoup de choses, mais ces usages ont tendance à se développer. Et donc, voilà. Donc on les a intégrés. Après, il y a des nouvelles catégories qui peuvent ressortir. Si on avait fait le texte, par exemple en 2012, le coworking n'existait pas. Et il y a un article à la fin, c'est l'article 15 de mémoire de l'arrêté, qui précise que vous pouvez faire un dossier de demande d'intégration d'une nouvelle activité où vous faites des propositions qui sont analysées par le ministère. Voilà. Et une des choses qui n'est pas souvent bien comprise, lorsqu'on crée les EFA pour faire les déclarations opérates, on comprend que l'EFA, on déclare les surfaces du local, on comprend que dans l'EFA, on déclare les consommations privatives et les consommations communes. Dans l'exemple que vous donnez, on déclare également notre part des surfaces communes. Donc si dans mon bâtiment, on est plusieurs locataires et il y a un RIE, ben, je porte ma part des surfaces du RIE, je porte ma part des surfaces de la salle de sport, je porte ma part des surfaces de tout ce qu'il y a de commun. Ce qui fait qu'à la maille de chaque EFA, on intègre à la fois notre part des consommations communes et notre part de l'utilisation du bâtiment commun qui est faite. Effectivement, demain, on peut imaginer qu'il va y avoir de plus en plus d'espaces mutualisés, justement dans l'évolution des modes d'occuper le bâtiment.
à ce moment-là, ça va se refléter. Il y a la polyvalence dont on pirate pour refléter cette évolution-là. On rajoute les surfaces de commun qui vous sont affectées au tantième. Le seul cas de figure où les surfaces de commun sont à part, ce sont celles des centres commerciaux et des galeries commerciales. Où là, c'est une entité fonctionnelle à part de l'exploitant de la galerie ou du centre commercial. Tout simplement pour pouvoir comparer en termes de benchmark un commerce qui est situé en pied d'immeuble d'un commerce qui est situé dans un centre commercial. Donc ils sont comparés sur les mêmes... sur le même cadre, quoi. Ils n'ont pas de consommation de commun en général puisqu'ils sont en pied d'immeuble. Voilà. Et donc, il n'y a pas de surface affectée correspondante. Pour le reste, on intègre les surfaces des communs au tantième à l'EFA. Merci à tous. On arrive au bout de notre échange. Donc, un grand merci à nos invités qui ont accepté de venir partager leur expérience aujourd'hui. Merci à ceux qui étaient connectés en visioconférence, à ceux qui ont fait le déplacement, et j'espère que cette table ronde aura permis d'apporter des éclairages intéressants sur vos différents secteurs d'activité. Et puis merci à tous, et on reste disponible. Il reste un peu de café pour ceux qui ont encore un peu de temps devant eux. On peut continuer les échanges. Pour les connecter online, simplement, j'ajouterais simplement qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, donc on fera des réponses en mode différé pour tout simplement pour qu'on apporte aussi des réponses à vos questions qui n'ont pu être répondues dans le cadre de cette session. En tout cas, merci beaucoup et merci à tous. Merci.